Bonjour à tous, nouvel épisode sur l'arrivée au pouvoir et le règne du roi Hérode le Grand. Donc nous sommes environ 100 ans après la révolte et l'histoire de Hanouka, et donc ce sont les descendants des Hashmonaïm qui sont au pouvoir, avec une reine qui s'appelle Shlomtzion Hammalka Salomé Alexandra. Et le bras droit de feu, son mari, s'appelle Antipater, c'est un des gouverneurs. Il est un descendant d'une tribu iduméen qui, malheureusement, avait été converti de force au judaïsme. Vous savez que dans le judaïsme, on ne convertit pas les gens de force, nous ne sommes pas prosélytes. Ça a été une erreur qu'on va payer très cher. Shlomtzion Hammalka va laisser le pouvoir à son fils Hirkan II. Elle avait un autre fils, Aristoboul. Vous voyez, les noms sont pas trop ceux qu'on a l'habitude d'entendre de nos jours dans une famille juive pratiquant. Et il va y avoir une intrigue entre ces deux frères qui vont se battre pour le pouvoir, et ils vont appeler Rome et Romains pour trancher entre deux. Ça a été la grosse erreur. Pompée va arriver avec une armée et va destituer Hirkan II de son rôle de roi pour placer Hirkan II comme simple grand prêtre. Vous savez déjà que la famille des Hashmonaïm avait pris aussi le pouvoir politique en se nommant roi, alors que normalement le rôle de roi est réservé à la tribu de Yehuda. Et eux venaient évidemment, puisqu'ils étaient aussi des Kohanim, des grands prêtres de la tribu de Lévi. Et donc, celui qui va faire un peu la pluie et le beau temps dans ce royaume, ça va être cet iduméen converti, Antipater, qui va s'allier ensuite, quand il va sentir le vent tourner pour Pompée, avec Jules César, celui que vous connaissez dans Astérix. Et Jules César va renverser Pompée, et Antipater va devenir en quelque sorte l'homme fort des Romains en Judée. Et Antipater va nommer, c'est là qu'il apparaît, un de ses fils comme gouverneur, c'est Hérode. Il a plusieurs fils. Hérode, c'est on va dire peut-être le plus violent et celui qui a le plus de compétences de manighe, de leader. Et Hérode sera un gouverneur terrible. Il va déjà commencer à tuer à droite, à gauche, et il va se faire convoquer par le grand Sanhédrin. Et il arrive avec ses armes à la main et ses gardes du corps. Les hommes du Sanhédrin vont avoir peur, mais Shmaya, que vous connaissez dans Pirkei Avot, va appeler tout le monde à le juger comme s'il n'était pas gouverneur et qu'il ne venait pas avec ses armes. N'ayez pas peur de lui, et ils vont le juger. Hirkan II, qui est depuis une marionnette de son père à Hérode, Antipater, va demander un sursis. Entre-temps, Hérode va réussir à s'enfuir et il va s'allier avec Rome après l'assassinat de son père, puisque son père Antipater non plus n'était pas aimé dans le royaume, et il va se faire assassiner. Hérode revient avec le soutien de Rome et va se faire nommer, autoproclamé par Rome, enfin donc pas autoproclamé, va se faire nommer roi de Judée, et vont destituer donc Hirkan II. Et pour essayer d'avoir une certaine légitimité, il va se marier avec la petite fille de Hirkan II, donc c'est la dernière princesse des Hashmonaïm, et il va l'épouser pour avoir une certaine légitimité de roi. Malheureusement, il va être évidemment un roi cruel, comme il a été gouverneur, et la première chose qu'il va faire, c'est de massacrer tout le tribunal qu'il avait condamné quelques années plus tôt, et il va être détesté du peuple. Le seul qui va survivre à ce massacre, c'est le sage Shammai, dont vous avez entendu parler. Ensuite, on est donc un siècle après l'histoire de Hanouka, et il reste déjà presque plus personne de la lignée des Hashmonaïm, et ils vont réussir à faire nommer quand même, avec certains contacts qu'ils ont avec la reine Cléopâtre, faire nommer comme grand prêtre un descendant des Hashmonaïm, le frère donc de Mariam, qui est l'épouse de Hérode le Grand,
Comme il a 17 ans, il va être nommé Kohen Gadol, grand prêtre de Jérusalem. Mais ça plaît pas du tout à Hérode parce que il est adoré du peuple, puisque lui est légitime. Et donc, il va, évidemment, comme il en a l'habitude, le faire assassiner lorsque il était en train de se baigner tranquillement dans la piscine. Il va être convoqué à Rome pour s'expliquer de ce meurtre. Il va dire non, pas du tout, c'est un accident. J'étais pas là, j'avais piscine justement, c'est pas moi. Et il a tellement réussi à manigancer, il amène des cadeaux, il a un certain charme et charisme que on va lui laisser ça et faire passer. Et donc il revient encore plus fort que jamais en Judée en tant que roi de Judée. Et il va faire encore une intrigue pour faire revenir donc le grand-père de sa femme, Hircan II, ce fameux roi dont on a parlé, qui a été destitué depuis de nombreuses années maintenant. Et ce vieillard de 80 ans va aussi se faire assassiner par Hérode. Vous voyez, ça, tout celui qui croise de près ou de loin le chemin d'Hérode finit assassiné. Et ça, le peuple non plus ne va pas lui pardonner. Il déteste Hérode, évidemment. Et des manigances en manigances, il va même faire assassiner la femme adorée qu'il aimait plus que tout, Mariam, donc la petite fille. En fait, dès que c'était de la famille Hashmonaïm, il avait peur d'être destitué. Il est devenu complètement psychopathe parano. Il va même faire assassiner sa belle-mère, donc la mère de Mariam, Alexandra. Bon, ça, je sais pas si on peut trop lui en vouloir, la belle-mère. Mais voilà, c'est plus ou moins tous ceux qui croisent son chemin qui vont être assassinés. Par contre, il a fait des grandes choses. On dit que celui qui n'a pas vu une construction d'Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. C'est comme ça que les Chachamim parlent de lui. Dans la Gemara, on l'appelle Urdus. Et c'est à la 18e année de son règne que donc il est devenu roi en moins 37, donc 37 avant l'ère commune. Et donc à la 18e année de son règne, qui va décider de reconstruire, enfin de rénover le Beth Amikdash. On est évidemment dans la période du deuxième Beth Amikdash. Et c'est lui qui va construire pour cette rénovation, parce que le Beth Amikdash trône sur le Har Moria, le mont Moria, mais c'est une petite montagne. Et si on veut faire quelque chose de grandiose, puisque c'était ça, la mégalomanie de Hérode, de faire les choses en énorme, en grand, sur le modèle romain, on ne peut pas le faire sur une montagne. Donc il faut aplanir le terrain. Comment il va aplanir le terrain ? Il va construire des murs autour de la montagne. Il a entouré la montagne de murs, et ensuite il va remplir ces murs de terre pour en faire un terrain plat. Et ces murs-là qui entourent le Har Moria, c'est justement un de ces murs, c'est le Kotel que vous connaissez à Yerushalayim, Kotel Amaravi. Beaucoup de gens pensent que c'est un des murs du temple. Ce n'est absolument pas un des murs du temple de Jérusalem. C'est un des murs de soutènement de l'esplanade du temple. C'est les murs qu'il a construits autour de la montagne pour pouvoir faire un terrain au-dessus plat pour rénover le temple grand, énorme, parce qu'il va installer là-bas après des marchés, le business, parce que les Juifs montent à Jérusalem 3 fois par an, donc ça peut faire tourner l'économie du pays. Cette rénovation va prendre 8 ans. Il est tellement mégalomane qu'il veut qu'on se rappelle chaque construction qui vient de Hérode. Vous pourrez voir la prochaine fois que vous irez au Kotel, sur les pierres, vous voyez, il y a la signature sur chacune des pierres, que c'est une pierre qui a été construite à l'époque d'Hérode, puisqu'il a fait signer chaque pierre avec un liseré. Vous voyez, les pierres du Kotel sont un peu particulières. Il y a un petit liseré tout autour, c'est gravé dans la pierre, un tout petit liseré tout autour de la pierre, de chaque pierre d'Hérode. C'est lui qui va faire construire la ville de Césarée. C'est lui qui va construire la forteresse de Masada. Vous allez retrouver là-bas les mêmes pierres. Et c'est lui aussi qui va construire cette énorme bâtisse qu'on a au-dessus du caveau des patriarches à Chevron. Et vous retrouverez aussi ces signatures sur les pierres là-bas. Ce qui se passe, c'est qu'on dit qu'il valait mieux être le porc d'Hérode dans sa maison que ses fils, parce que ses fils aussi vont mourir assassinés. Il a parmi ses enfants 3. Il y en a un qui va faire des intrigues contre les 2 autres en disant qu'ils sont en train de monter un complot contre leur père. Hérode va les faire tuer, ces 2 enfants. Et finalement, ce fils qui a monté le père contre ses 2 frères, il va lui-même monter un complot contre son père. Ce complot va être découvert et c'est lui de nouveau qui va être mis à mort
par Hérode, juste avant de mourir. Et pour vous dire jusqu'où va sa folie, il va décider que le jour de sa mort, on met à mort une personne de chaque famille de notables, de gens importants dans la communauté juive de Judée. Pourquoi ? Tout simplement pour pas que le jour de sa mort devienne un jour de joie. Tout le monde sera forcément en deuil puisque tout le monde aura perdu un membre de sa famille. Et donc il a écrit un décret comme celui-ci. Et heureusement, sa sœur, qui n'était pas non plus une sainte, va décider que là, c'est trop et elle va pas mettre ce décret en application. Et effectivement, la mort du roi Hérode va rester comme une demi-fête dans le peuple juif, mais il aura fait des grandes choses. Voilà, c'était l'épisode sur le roi Hérode. Abonnez-vous, partagez autour de vous. D'autres épisodes arrivent. Bonne journée.